Donc bonjour à tous. Merci d'être présents parmi nous pour cette deuxième session au DIPOC de la matinée qui va s'intéresser au repérage et à la prise en charge des femmes vulnérables. On va voir différentes vulnérabilités, toutes intéressantes et toutes qui comportent leur lot de spécificités sur leur dépistage et leur prise en charge, avec 3 intervenants passionnants sur le sujet. Et donc pour commencer, on va attaquer avec le docteur Anne Legrand, qui est médecin de santé publique, qui est en poste à l'heure actuellement au réseau de santé périnatale d'Auvergne et qui travaille beaucoup sur la vulnérabilité sociale et les violences faites aux femmes. Donc elle va vous présenter ce qu'elle fait, et elle est aussi coordinatrice d'un projet de recherche, je ne sais pas si elle va en parler, mais aux petits soins qui est en plein sur le sujet. Donc je vais la laisser vous présenter tout ça. Donc bonjour à tous. Donc on m'a demandé d'aborder 2 sujets qui sont de pouvoir repérer la précarité et les violences faites aux femmes dans le cadre de la périnatalité en général. Donc je rappelle la définition de la précarité, c'est une état d'instabilité sociale qui est caractérisée par l'absence d'une ou plusieurs sécurité, notamment l'emploi, et qui permet aux personnes et aux familles d'assurer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir de leurs droits fondamentaux. Donc c'est une définition assez large et qui englobe plusieurs facteurs. En France, il y a une définition qui est ciblée par l'article 2 de l'arrêté de 1992, qui est assez restrictif. Donc, qui vise une certaine population, qui sont plutôt des jeunes en parcours d'insertion professionnelle, les chômeurs, donc on est sur vraiment une précarité économique, des contrats emploi solidarité, bien sûr les personnes sans domicile fixe qui sont encore une population à part, et les bénéficiaires de la couverture maladie universelle ou de l'AME. Donc on est vraiment en lien avec un statut professionnel, une définition administrative, et on n'a pas la prise en compte de la dimension sociale. Lorsqu'on fait un point un peu sur la précarité et la grossesse, lorsqu'on regarde les mères précaires qui sont classées comme précaires, donc en général ce sont des mères plus jeunes que la moyenne, avec un IMC plus élevé, qui consomment en général plus souvent du tabac, qui ont des pathologies de la grossesse plus fréquentes, avec des hypertensions intergravidiques, une prééclampsie, diabète gestationnel, et avec des conséquences sur leur fœtus et sur le nouveau-né, avec une augmentation de la mort fœtale in utero et toutes les morbidités néonatales, la prématurité, le retard de croissance et la présence de malformations. Alors on a 2 manières de classer, de repérer les femmes précaires, dont un sont les indices de défaveur sociale. Alors les indices de défaveur sociale, ils sont construits à partir d'aires géographiques. En France, ces indices de défaveur, on les base sur des critères INSEE, qui sont les IRIS. Donc ce sont des îlots regroupés pour l'information statistique. En fait, ce sont des clusters de population qui sont créés par l'INSEE lors des recensements, qui concernent à peu près... Alors les tailles sont variables, en gros on a 2000 individus dans cet îlot. Et à partir de cet îlot, on construit un profil de population basé dans cet îlot. Donc, on n'a pas de données individuelles. Un iris correspond à des catégories de population qui vont être classées sans distinction individuelles au sein sans tenir compte de leurs caractéristiques. C'est vraiment la géographie qui compte. Donc la caractéristique de l'aire de résidence, elle est variable, on peut la définir de beaucoup de sortes puisque c'est l'avantage du recensement, il y a beaucoup d'informations. Donc généralement, ce sont la proportion d'ouvriers, le revenu médian du foyer, la proportion de population avec un diplôme d'études supérieures, le taux de chômage, la proportion de locataires, la proportion de familles monoparentales, les parents d'origine étrangère et la proportion de propriétaires de voitures.
Donc tout ça, ça forme des index que l'on va construire en fonction des données qu'on dispose sur les iris. L'avantage, c'est que comme ce sont des aires géolocalisées, on peut également géolocaliser les établissements de soins ou les offres de soins, et donc travailler en notion de distance, en notion d'accessibilité, et avoir des analyses d'impact entre l'environnement local et la santé et l'offre de soins. Donc on a beaucoup d'études qui ont travaillé sur ces index, ces indicateurs. Je vous en cite quelques-uns, les plus importants. Donc on a la cohorte Pélagie. Donc la cohorte Pélagie, c'était en Bretagne, qui était en lien avec l'étude de l'impact des perturbateurs endocriniens sur la grossesse et les nouveau-nés. Donc, ils ont repris leurs iris en lien avec la population qui avait été incluse dans la cohorte Pélagie, avec un score de précarité, ce qui leur a permis de classer au niveau de leur population les femmes selon un indice plus ou moins élevé. Donc, sachant qu'on est toujours de la même manière, ces scores sont classés en général en quintile, avec le quintile 1, celui représente la précarité la plus faible, et le quintile 5, la précarité la plus élevée. On retrouve une prévalence de la précarité entre 15,9 et 36,4, donc une grande variation qui s'explique par une surface géographique disparate et avec un lien entre un indice de précarité élevé et la présence de PAG. Lorsqu'on regarde les autres études, donc là, on a 3 autres études qui sont essentiellement centrées sur Paris et la région parisienne. Également, l'utilisation de l'IRIS qui permet de caractériser la population avec son classement en quintile. Et on met en évidence à chaque fois effectivement des conséquences néonatales ou au cours de la grossesse négatives, à savoir plus l'indice de précarité est élevé, plus il y a de conséquences, on retrouve plus de prématurité, une augmentation de la durée d'hospitalisation, une diminution de l'allaitement maternel, un suivi prénatal moins bien fait. Et ensuite, on peut travailler également sur d'autres facteurs lorsqu'on ajoute par exemple la pollution atmosphérique. Puisqu'on a géolocalisé, on peut travailler avec des polluants environnementaux et on retrouve également un lien entre précarité, exposition aux polluants et accouchement prématuré. Alors, quel est l'intérêt de ces indicateurs synthétiques ? Alors, ce sont des données publiques, donc n'importe qui peut y avoir accès. Vous avez accès à l'INSEE, vous pouvez travailler sur ces iris, ce sont des bases de données disponibles. Comme je vous le disais, on peut géolocaliser les offres de soins et donc travailler sur l'accessibilité de l'offre de soins en fonction de la zone d'habitation et de l'iris des populations étudiées. Comme ces iris sont nationaux, l'ensemble du territoire est découpé en iris et construit de la même manière. On peut tout à fait reproduire ces études dans d'autres parties de la France. Alors peut-être pas les dom-toms, c'est un peu plus compliqué parce que les iris ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais en tout cas, d'un territoire à un autre, c'est reproductible. Et donc, ça permet de se comparer un petit peu avec d'autres études éventuellement sur le même sujet. Ensuite, lorsqu'on travaille vraiment sur de la géographie, on se rend compte qu'on peut construire des clusters et mettre en évidence des offres de soins inadéquates
ou des difficultés d'accès aux soins à des populations qui auront été classées en fonction de leur précarité. Et donc ça, c'est également la même, on peut toujours le faire sur l'ensemble du territoire, puisque de la même manière, la géolocalisation des établissements de santé et des offres de soins sont toujours possibles. Alors cela reste des indicateurs synthétiques. Donc c'est une vue globale, ce sont des découpages géographiques basés sur le recensement. Un iris contient à peu près 2000 individus environ. Donc c'est-à-dire qu'on considère que quand vous habitez dans un iris, vous avez exactement le même comportement que votre voisin, les mêmes caractéristiques, ce qui n'est peut-être pas tout à fait vrai. Et ensuite, ce sont des données qui ne sont pas actualisées en temps réel. Donc, ce sont des données, comme ce sont des données issues de l'INSEE, on va se baser sur des données rétrospectives avec un décalage certain entre le moment où on va publier les données et le moment où les données ont été collectées. Donc, il va y avoir une difficulté sur l'interprétation, notamment aussi sur l'offre de soins, puisque l'offre de soins bouge énormément. Si on part sur les professionnels de santé libéraux, des cabinets ouvrent et ferment tous les jours. Et donc, ce que vous allez publier en 2021 sur l'année 2013, ne sera pas forcément d'actualité. Donc, les résultats sont toujours à interpréter avec prudence, mais en tout cas, ils donnent déjà une bonne idée de ce qui se passe. On a une deuxième approche qui est possible pour la précarité, qui sont les scores de précarité individuels. Donc ce sont comme l'on l'indique, des recueils individuels. On demande aux gens. En général, on recueille par questionnaire. Et ces questionnaires intègrent assez facilement la dimension sociale. Donc on va avoir la notion d'isolement, l'insécurité alimentaire, la présence d'activités de loisirs, telles que la possibilité de partir en vacances, notamment, où on pose la question, et les différents types de protection sociale. Il y a aussi une dimension économique. Quelles sont les origines des finances? Donc, sur les indicateurs synthétiques, on était sur la proportion de chômeurs. Là, dans les revenus médians du foyer, là, on va poser la question, est-ce que les finances sont issues d'aides publiques? Est-ce que ce sont des revenus en lien avec un travail ou d'autres modes de revenus? Et on va insister aussi sur la possibilité de soutien matériel. Est-ce que la personne peut compter sur quelqu'un ou un membre de sa famille ou des amis pour éventuellement l'aider en cas de difficulté? Donc là, pareil, beaucoup d'indicateurs ont été créés en tenant compte de cette dimension sociale et de ces nécessités aussi économiques, financières particulières. Donc, lorsqu'on regarde, les enquêtes périnatales ont travaillé sur le sujet et donc ont créé un indicateur basé sur 4 critères. Donc, le fait d'être à la CMU ou l'AME, le fait de bénéficier du RSA ou non, l'insécurité en lien avec le logement, c'est-à-dire que la personne est soit locataire, soit tributaire de quelqu'un pour pouvoir avoir un toit, et ne pas vivre en couple. Ces critères sont additionnés et on obtient un score de 0 à 4, sachant que 0, il n'y a pas de fragilité. 4, on est sur une grande vulnérabilité. Sur l'enquête nationale périnatale 2010, lorsqu'on applique ce score à cette population, on a une prévalence de la précarité, donc c'est-à-dire un score au moins supérieur ou égal à 1, de 21%. Et chez ces femmes, on observe qu'il y a une diminution du nombre de visites prénatales
et un nombre d'hospitalisations plus fréquentes, un nombre de prématures également plus fréquent et des petits poids de naissance. Ces résultats ont été, cet indicateur a été remis en place au cours de l'ENP 2016 et on retrouve une prévalence à peu près équivalente. Lorsqu'on regarde d'autres cohortes qui ont été construites, notamment la cohorte précaire, qui est aussi partie sur ce score de précarité, là on a une prévalence beaucoup plus élevée, 35%, mais la cohorte précaire était quand même une cohorte ciblée. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on trouve une prévalence plus élevée. Et plus la précarité est importante, moins le suivi prénatal est conforme. Pareil sur la cohorte impact. Donc, la cohorte impact, c'était une cohorte de femmes qui ont eu un diabète gestationnel et dont on a regardé les conséquences et les prises en charge. Donc, dans cette cohorte, là pour le coup, le score EPIS a été appliqué. Donc le score EPIS, c'est un score de 11 questions qui a été notamment validé dans le cadre des... mince, je ne me souviens plus, c'est pas grave. Avec un seuil qui a été déterminé à 30,17 comme étant un seuil classant comme précaire les populations. Et lorsqu'on regarde ce score, la valeur de ce score, au niveau de cette population, cette cohorte impact, donc ces femmes avec diabète gestationnel, la prévalence est très importante, on est à 56%, donc c'est-à-dire plus de la moitié des femmes sont précaires, avec pour conséquence, dans ces populations précaires, une obésité plus fréquente, une augmentation de besoins en insuline, une augmentation de macrosomes et de dystocie aux épaules. Sur d'autres études qui ont également appliqué le score EPIS, avec toujours cette valeur seuil à 30,17, qui sont des études alors avec un peu plus en population générale pour le Grand Clermont, puisqu'il s'agissait des deux maternités de la ville de Clermont-Ferrand, mais qui reste quand même une population biaisée, puisque c'est un niveau 3 et un niveau 2. Et le CHU de Saint-Étienne, donc pareil, donc CHU maternité de niveau 3. On retrouve quand même des prévalences plus faibles, de l'ordre de 25%. Et dans ces populations également classées comme précaires, des conséquences maternelles et néonatales plus importantes qu'on avait déjà trouvées précédemment. Donc quel est l'intérêt de ces indices, ces scores de précarité individuels ? C'est un recueil individuel. Donc l'avantage, c'est qu'on peut classer les individus de manière individuelle et on peut recueillir les données qui nous intéressent sur ces individus. Donc on a une mesure d'association entre un score et un phénomène de santé au niveau individuel. La dimension sociale dans ces indicateurs est prise en compte. Quelles sont les limites des scores de précarité ? Il y en a beaucoup. Donc lequel choisir, c'est assez compliqué. Il faut être sûr qu'ils ont été validés dans la bonne population. Typiquement, le score EPIS n'avait pas été validé dans la population des femmes enceintes. On a dû retravailler ce score et pour pouvoir établir une valeur seuil qui soit pertinente chez la femme enceinte. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas celle qui était utilisée. Pour l'ENP, pareil, c'est un score qui a été construit à partir des données de l'ENP. Donc, toute la question est de savoir si la représentativité est bonne, si on n'a pas exclu justement une partie de la population des femmes qui n'ont pas forcément répondu aux questions, notamment sur le fait de vivre seul ou le fait d'avoir des difficultés de logement. Et bien sûr, on ne peut pas appliquer ce score à des femmes qui ne comprennent pas la langue et qui ne savent pas lire.
Donc on exclut une partie de la population qui probablement est la plus vulnérable. Alors au total, quelles sont les utilisations qu'on peut avoir? Les indices géographiques, comme je vous l'ai dit, sont des indices synthétiques sur les études spatiales, sur l'identification de clusters, l'approche territoriale. C'est très intéressant puisqu'on peut le travailler sur n'importe quelle partie du territoire national. Ça permet notamment d'avoir une idée de la répartition de l'offre de soins et ça s'inscrit dans une politique globale de santé. Le score individuel, il a pour but de dépister la précarité, contrairement à l'ERIS qui, lui, le détermine. L'intérêt, c'est de mettre en place des parcours spécifiques, de pouvoir mesurer de manière individuelle des phénomènes de santé et donc de voir si l'action qu'on met en place a un impact. Et ça permet de qualifier la précarité. Donc on va avoir de la précarité économique, de la précarité sociale, qui vont pouvoir avoir un poids différent en fonction de la population et donc un parcours qui va être différent. Alors j'aborde la deuxième partie du topo sur les violences conjugales. Donc les violences conjugales, il y a une définition de l'OMS, donc c'est une violence large qui comporte aussi bien les souffrances physiques, psychologiques et sexuelles. En France, selon la dernière étude européenne, nous sommes à en gros 26% de femmes qui déclarent avoir subi des violences physiques et ou sexuelles depuis l'âge de 15 ans, et notamment en lien avec la présence de l'ancien conjoint. Quels sont le rôle des professionnels de santé? Donc, pour les victimes, c'est le premier recours, notamment en cas d'incident grave. Donc le professionnel de santé est le premier référent. Pourquoi? Parce qu'il est vu comme une aide neutre et bienveillante. Et donc c'est vers lui que les victimes vont préférentiellement se tourner. Les recommandations professionnelles sont en train d'évoluer, puisque au niveau de la Haute Autorité de Santé, il est paru des recommandations sur comment repérer et évaluer les violences au sein du couple. Alors, qu'en est-il des professionnels? Eh bien, lorsqu'on regarde sur ces dernières années, cette dernière décennie, entre 2014 et 2017, les professionnels montrent des difficultés à dépister, puisqu'on est sur des dépistages qui sont plutôt faibles. Les principales raisons abordées sont le manque de formation, pour la grande majorité d'entre eux, le fait que ce soit une problématique délicate et l'absence de procédure. En effet, lorsqu'on regarde en 2017, on observe que environ un tiers des professionnels de la périnatalité qui ont répondu à notre enquête n'ont pas été formés aux violences conjugales, alors qu'on a un nombre d'années d'exercice moyen de plus de 15 ans. Donc ça veut dire qu'en 15 ans d'exercice, il n'y a pas eu de formation qui leur a été proposée sur le sujet. Ou alors ils n'y sont pas allés. Le pratique du dépistage des violences conjugales, comme je le disais, est relativement faible et évolue un peu, mais pas énormément. On a quand même plus d'un tiers des professionnels qui déclarent ne dépister aucun cas de violence conjugale dans les 6 derniers mois d'exercice professionnel. Alors ce sont des professionnels qui sont en clinique, donc avec des patients. On retrouve classiquement des populations particulières qui vont être ciblées sur ce dépistage. Les femmes enceintes, alors ce sont les professionnels de la périnatalité. Donc forcément, la femme enceinte va être la cible privilégiée de ces professionnels. En cas de signe de maltraitance, donc il faut quand même avoir un aspect physique aux violences pour que le déclencheur se fasse. Et on a extrêmement peu de professionnels qui dépistent régulièrement tous les patients. Qu'est-ce que font les professionnels lorsqu'ils identifient une victime? La majorité l'oriente vers une prise en charge spécialisée.
Une autre partie fournit des informations. Donc on est sur quelque chose de plus passif. Et ensuite, on va évaluer l'environnement de la victime. Sur le lieu de travail, comment ça se passe pour ces professionnels de la périnatalité qui, dans le cadre de la prise en charge des violences conjugales? Donc on remarque, ce qui est important de souligner, c'est que pour plus de 2/3 d'entre eux, il n'y a pas de protocole de prise en charge des violences conjugales au sein de leur travail. Il y en a quand même 1/3 qui ne savent pas quelles sont les ressources. La moitié d'entre eux ont des spécialistes présents sur place pour les aider. La documentation sur leur lieu de travail, pour 1/3 d'entre eux, n'est pas présente. Et lorsqu'on regarde l'impact de la formation, on observe que plus la formation est importante, plus le dépistage se fait de manière systématique et régulière. Et soit dans des contextes très flagrants, notamment en cas de blessures physiques. L'orientation, elle se fait de manière beaucoup plus fluide lorsque le nombre d'heures de formation augmente. Qu'est-ce qu'on peut dire du dépistage en conclusion? Donc le dépistage, il est non systématique. Il se fait sur des populations plutôt ciblées. Il est amélioré par la formation. La prise en charge, elle est très variable, fonction des ressources locales. Également améliorée par la formation. On sent que les gens qui sont formés sont capables d'orienter plus facilement et sont au courant des ressources. Ce qu'on remarque, c'est que les professionnels de santé sont quand même peu assistés sur leur lieu de travail. Il n'y a pas de protocole institutionnel, pas de filière identifiée, pas de politique institutionnelle pour la majorité d'entre eux. Donc ce sont vraiment des appétences personnelles qui vont permettre à ces professionnels de se saisir du sujet. Alors quels sont les outils qui pourraient aider les professionnels à dépister les violences conjugales? Il y a des outils qui existent, et dont un outil sur lequel on a travaillé, qui est le questionnaire WAST, le Women Abuse Screening Tool. Donc, c'est un auto-questionnaire de 8 questions, 2 parties, qui explore les relations du couple et l'ensemble des violences, des types de violences. C'est une échelle de Likert de 3 modalités, côté de 0 à 2, et en fait, vous faites le score total des questions pour obtenir le score. On a comparé ce score dans un groupe identifié de victimes et un groupe de non-victimes qui ont été recrutés pendant 2 ans. Les seules contraintes, c'est que c'était des femmes qui devaient lire et parler le français et qui devaient être avec le même partenaire depuis au moins 12 mois. Alors, la première partie du questionnaire, elle pose des questions sur le couple en général. Et lorsqu'on regarde les relations au sein du couple, pour les victimes, sans surprise, une grande majorité d'entre elles disent que c'est compliqué, que les relations avec leurs conjoints sont tendues et que les conflits sont fréquents. Lorsqu'on aborde la problématique des violences, des formes de violence, on a avant tout une sensation des femmes, des victimes, d'être rabaissées par leur partenaire, d'avoir peur. Donc la peur et l'angoisse reviennent assez fréquemment dans leurs problématiques, alors que contrairement aux blessures physiques, où on a moins d'1/4 d'entre elles qui le déclarent. Donc on est vraiment sur plutôt l'aspect violence psychologique, angoisse, peur, qui ressortent fréquemment. Et ça, on le retrouve lorsqu'on repose la question de manière différente dans le déroulé du WAST. Vous avez 2/3 des femmes qui déclarent avoir des abus psychologiques, des violences psychologiques, alors qu'on en a moins de 20% qui déclarent une maltraitance physique. Et puis, lorsqu'on parle de l'abus sexuel, là, on se retrouve avec des proportions très faibles. On a moins de 10% des femmes qui déclarent avoir été abusées sexuellement par leur conjoint.
Lorsqu'on regarde, lorsqu'on compare les deux groupes, on a obtenu un score WASP total à 5 qui nous a permis d'obtenir une sensibilité, une spécificité de plus de 90%. C'est-à-dire quand c'est supérieur ou égal à 5, vous pouvez raisonnablement vous poser la question de la présence de violence au sein du couple. Ce qui est à travailler, c'est la notion de confort de la victime à pouvoir déposer ses plaintes. Et en fait, on se rend compte, lorsqu'on a posé la question aux dames, on voit que le fait d'être dans une consultation médicale et de parler des violences conjugales les mettait très mal à l'aise par rapport au fait de poser ces questions dans le cadre d'une recherche de manière anonyme. Oui, possible. Donc, quels sont le dépistage des violences conjugales? Donc, l'intérêt, c'est d'utiliser des outils validés, ça aide au dépistage. Ça peut aider à cibler les difficultés des professionnels également. La formation permet une amélioration du dépistage et ce qu'il va falloir, c'est réfléchir à des protocoles et des procédures à différents niveaux pour optimiser la prise en charge. Hein, c'est très bien de dépister, c'est bien ensuite de pouvoir offrir des offres et de ne pas mettre en difficulté les professionnels qui vont s'impliquer dans ce dépistage. Donc, comment repérer en fait ces deux types de difficultés, de vulnérabilité des femmes, la précarité et la violence conjugale? Il faut utiliser des outils validés. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une vision synthétique, globale, régulière, avec des outils dont les professionnels peuvent se saisir, qui leur permettent d'être interprétables facilement et qui donc vont toujours leur donner les mêmes résultats. Ensuite, les objectifs, les outils sont adaptés en fonction de l'objectif qu'on se fixe. Toujours est-il que la mise en place de formation, la mise en place de protocoles, la mise en place de parcours est la deuxième étape qui va permettre un dépistage efficient. Si le professionnel derrière n'a pas de soutien institutionnel, n'a pas de prise en charge, le dépistage ne se fait pas. Et il y a donc un effort à faire au niveau des institutions pour soutenir les professionnels, pour proposer des formations et pour proposer des parcours qui permettront ces prises en charge spécifiques sur ces populations en difficulté. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anne. Comme le topo était très complet et qu'on a vu beaucoup de choses, on n'aura malheureusement pas de temps pour des questions. Donc, si vous en avez, notez-les. On essaiera d'en prendre une ou deux après le prochain topo. Et donc, on va directement enchaîner par Rada Hatem, qui, le temps qu'elle arrive, je vais vous permettre de la présenter. Donc, médecin gynécologue obstétricienne. Elle est fondatrice et coordinatrice médicale de la Maison des Femmes, qui est située en Seine-Saint-Denis, à côté de l'hôpital de La Fontaine. Et je vous précise quand même, parce qu'on est en session Audipoc, que c'est également une ancienne présidente de l'Audipoc. Ça fait très ancien combattant. Écoutez, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à présenter le modèle de la Maison des Femmes. Je vais d'abord vous passer un petit film, histoire de mettre un peu d'ambiance. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière ? Il passe pas. Est-ce qu'on peut appeler le... Ah, si, voilà. Bon exemple parmi des milliers, James Bond est emblématique d'une règle immuable au cinéma. Depuis toujours, l'homme est fort et irrésistible. Bon, ça s'arrange un peu ces derniers temps, mais il faut dire qu'on revient de loin. Eh oui, on revient de là, souvenez-vous. Depuis ses débuts en 1896, le cinéma a maltraité l'image des femmes, mais en plus, il nous a inculqué cette funeste vision dès notre plus jeune âge.
Et il a fallu longtemps pour qu'on réfléchisse à ces images. Là, par exemple, on est quand même devant un petit gars qui voit une fille morte et a immédiatement envie de l'embrasser. Chelou, non? Bien sûr, à l'époque, on ne parle pas de consentement. Et c'est le viril baiser qui donne vie à la jeune fille. La symbolique est transparente et sur l'écran, longtemps, les messieurs furent omniprésents. Monsieur Angelo voudrait vous voir. Il vous attend dans le bureau de Monsieur Pierrot. Eh oui, les héros sont des hommes et les femmes sont décoratives. Très décoratives. Et non, ça te fatigue pas pour porter tout ça, je pourrais te donner un petit coup de main, moi. Hein? Ah ah, le héros est un bout en train. Quant aux femmes, elles, ce sont des rivales. Ah, chez ton homme. Les choses ont un peu évolué. Début des années 2000, on ose, dans les films les plus populaires, montrer des femmes plus fortes que les hommes dans leur propre jeu. Mais attention, si l'héroïne est douée à l'épée, elle reste avant tout une jolie poupée. Notez qu'elle se bat en sous-vêtements, ce qui la rend un poil ridicule, et c'est le prix à payer pour se mesurer au héros. Et elle devra payer son habileté par une virile affirmation de la féminité dévoilée. Tout est bien à sa place. Encore un film qui ne passe pas le test de Bechdel. Le test de Bechdel, vous connaissez, créé en 1985 par la dessinatrice féministe Alison Bechdel, c'est un test qui sert à mesurer le sexisme dans les films. Il repose sur 3 critères. Le film doit mettre en scène au moins 2 personnages féminins qui ont un prénom et un nom. Ces 2 femmes nommées doivent parler ensemble dans une scène et doivent parler de quelque chose qui est sans rapport avec un homme. Si l'œuvre vérifie ces 3 critères, alors le test est dit réussi. Mais aujourd'hui, moins de la moitié des films ayant remporté l'Oscar du meilleur film réussissent, et davantage dans les films des années 30 que ceux des 10 dernières années. Harry Potter ne le passe pas, tout comme Le Seigneur des Anneaux, Le Roi Lion, Inception, Intouchable, Gravity. Je ne vais pas tous vous les nommer, parce que maintenant, c'est à vous de jouer. Dick, say goodbye to Felix. Mad talk. Yeah, to be honest, you're a bit rapey. I mean, I like to swing, but Dr. No means no. Voilà, c'était pour vous mettre un appétit. C'est un petit film qu'on avait fait monter pour la journée du 25 novembre l'année dernière, dont le thème était la place de la femme dans les métiers de l'image, et il y a beaucoup à dire. Alors, mon topo, c'était violence faite aux femmes et le modèle de la maison des femmes, mais comme il a été très largement défloré par l'oratrice précédente, je vais passer assez vite sur la première partie. Donc, les violences, on vous en a parlé. Je m'arrête juste un instant sur cette diapo parce qu'elle est assez importante. Très souvent, on a cette idée que les violences, c'est l'intime, les violences, c'est à la maison, les violences, ça ne regarde ni les voisins, ni la police, ni personne. Et parce qu'on confond, en fait, les conflits et les violences. Et la différence entre un conflit et une violence, c'est que dans le conflit, il y a de la démocratie, il y a de l'égalité, il y a de l'équilibre, il y a du dialogue, on trouve une solution, on trouve un compromis. Dans la violence, il n'y a que de la dictature et de la domination, il n'y a pas de compromis et ça se termine toujours mal. Dans la violence, il faut quand même connaître un petit peu parce qu'on vous a dit qu'il fallait dépister, mais par exemple, on ne dépiste pas au même moment. Il y a un cycle dans la violence et ce cycle se répète, il est le même chez tous les violents, quel que soit leur niveau d'éducation, leur origine sociale, rien ne différencie les agresseurs. Donc ce cycle, c'est un peu toujours le même, c'est-à-dire que ça commence par une séduction massive.
Les anglo-saxons appellent ça love bombing, ce qui dit bien ce que ça veut dire. Et lorsque la femme est complètement scotchée par l'amour qu'on a déversé sur elle, eh bien, on peut se permettre petit à petit de faire monter la tension. Ça va commencer par des violences psychologiques, ça peut être n'importe quoi, des silences, des bouderies. L'idée étant d'être totalement imprévisible. Et quand vous vivez avec quelqu'un d'imprévisible, eh bien, vous vivez en stress tout le temps. Vous ne savez pas si aujourd'hui c'est bouquet de fleurs et gros bisous, ou bien casserole dans la figure. Rien ne vous laisse prédire. Et donc, vous êtes perpétuellement sur les nerfs, en plein stress, etc. Et on sait aussi que la plupart du temps, les violences physiques arrivent après les violences psychologiques. Il y a toujours des violences psychologiques avant, et qu'elles surviennent très souvent à la première grossesse. Donc évidemment, en tant que gynécologue obstétricien, nous sommes ultra concernés. Cette tension monte progressivement et explose, avec de la violence verbale, physique, psychique, peu importe. Et ensuite, l'homme va se justifier. C'est toi, tu sais rien faire, tu cuisines comme un pied, tu sais pas élever les enfants, tu allaites, t'es une grosse vache, tu allaites pas, t'es une mauvaise mère. Le scénario est rodé, répétitif, il fonctionne très bien. Et là, la femme est un peu, quand même, se reprend un peu et se dit, oh là là, c'est pas possible, ça, je vais porter plainte, je vais demander de l'aide, je vais faire ci, je vais faire ça. Sauf que, elle a peut-être porté plainte, mais juste après, l'homme, qui a très 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 peur de perdre son joujou, va redevenir super adorable, et ça va être la lune de miel. C'est pas un très joli mot, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Et c'est rebelote, cadeaux, bisous, tout ça. Donc la femme va se dire, non, mais je suis nulle, en fait, il m'aime, personne m'a jamais aimé comme ça, etc. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle avait appelé pour avoir une consultation en urgence, elle annule sa consulte. Elle avait déposé plainte, elle retire sa plainte. Et le cycle va se répéter indéfiniment, de plus en plus vite et de plus en plus fort. On sait qu'il y a plein de choses qui aggravent la situation. Bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, la précarité en est une, mais aussi les moments de séparation, la femme gagne plus que l'homme, lorsque l'homme est au chômage, lorsqu'il y a déjà des pathologies psychiatriques avant, le fait de commencer à vivre ensemble, parfois déjà tout allait très très bien, on se met ensemble et le mec se dit « j'ai gagné, c'est bon », et il commence à dérouler son cycle. Et les agresseurs ont toujours la même stratégie. Ils vont isoler la victime, ils vont la dévaloriser, ils vont faire régner la peur, ils vont inverser la culpabilité et ils vont assurer l'impunité. Isoler, vous voyez ce que c'est, t'arrêtes de voir tes copines, elles sont pénibles, on ne va pas encore aller chez tes parents ce week-end, on les a déjà vus le mois dernier. Et petit à petit, la femme se retrouve sans réseau, sans personne. Pour peu qu'il lui ait demandé de ne plus travailler, le compte est bon. Dévaloriser, je ne vous fais pas de dessin, tout est bon dans le quotidien. Instaurer un climat de peur, c'est le fait d'être si imprévisible et le fait de pouvoir se déchaîner à n'importe quel moment qui finit par montrer à la femme que tout peut lui arriver, et pour peu qu'il y ait eu quelques tentatives d'étranglement et de menaces avec des armes blanches ou des armes à feu, eh bien, la peur règne dans le foyer de manière constante. Inverser la culpabilité, c'est la convaincre que lui, il est très gentil. Ce n'est qu'avec elle qu'il a des problèmes. D'ailleurs, il a eu plein de petites copines avant, et ça se passait toujours très très bien. Quand vous grattez un peu, vous vous apercevez qu'en fait, il a déjà été condamné pour violence conjugale, que toutes ses petites copines ont vécu des choses affreuses avec lui, mais évidemment, vous ne les connaissez pas. Donc, il faudrait un petit club des ex. Ça pourrait aider à gagner du temps. Et puis, assurer son impunité, en fait, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ce type. Il est le voisin le plus gentil, c'est lui qui monte les courses de la vieille dame, c'est lui qui aide le voisin d'en face à changer sa roue. Au boulot, c'est un bout en train. Tous les copains et surtout les copines vous envient votre conjoint en vous disant « oh là là, il n'aurait pas un frère quand même, il est tellement chouette ton mec ». Et vous, personne ne va vous croire quand vous allez dire « en fait, tu sais, il n'est pas chouette du tout mon mec ». Voilà. Bon, je vais passer un petit peu plus vite. Il y a des violences dans toutes les situations, que ce soit dans la rue, dans les transports, au travail, dans le couple, dans les institutions. Et puis les cyberviolences qu'on connaît moins et qui sont un monde que moi j'ai découvert, parce que je n'y connaissais pas grand-chose. Mais aujourd'hui, un homme peut, par exemple, lire les mails de sa femme sans qu'elle le sache,
mettre un petit logiciel espion dans son téléphone pour savoir à tout moment où elle est. Il va la harceler en lui disant « envoie-moi une photo, je ne te crois pas que tu es avec tes copines, pourquoi tu n'es pas rentrée, etc. » Et le téléphone portable est un outil de coercition fantastique. Et ces violences-là sont aussi de plus en plus répandues, notamment chez les jeunes, avec le harcèlement sexuel, le fait de menacer sa petite amie si elle ne vous fait pas une fellation à vous et à vos 5 copains, de diffuser sur le réseau de la classe la photo de ses seins, etc. C'est un outil extrêmement puissant dont on n'a pas encore bien pris la mesure. J'ai même une patiente dont le mari avait créé une page Facebook, une fausse, qu'il alimentait avec des propos haineux, des photos trafiquées, et on a eu beaucoup de mal à faire annuler cette page. Les violences sont de toute nature, et les violences sexuelles occupent une place à part parce que, quand même, rappelons-nous que le viol est un crime. Et à titre d'exemple, le viol conjugal est reconnu depuis pas très longtemps comme un crime aggravé parce que ça se passe chez vous, dans un endroit où vous devriez être en sécurité, par quelqu'un qui devrait plutôt vous protéger, et en fait, il vous viole. Avant, ça s'appelait le devoir conjugal. Donc, vous voyez, c'est comme dans les films, on a progressé. Alors, les chiffres, je crois qu'ils sont quand même assez connus. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, 18% des victimes de violences conjugales et seulement 18% déposent plainte. Et il y en a beaucoup qui déposent plainte, qui retirent leur plainte et qui, quand elles reviennent voir les flics, s'entendent dire « Oh ben madame, vous ne savez pas ce que vous voulez ». Parce que les flics ne connaissent pas la stratégie de l'agresseur et le cycle de la violence. Et ils ne se disent pas « Oui, si elle a retiré sa plainte, ben c'est peut-être aussi parce qu'il l'a menacée de lui retirer les enfants si elle maintenait sa décision ». Les conséquences des violences, on en a un peu parlé, hein, elles sont physiques évidemment, ça va jusqu'à la mort. Le féminicide est rentré depuis peu dans le langage courant, mais il y a aussi tous les handicaps, les décès. Les maladies auto-immunes, c'est moins connu, et même l'endométriose aujourd'hui, on se demande si elle n'aurait pas quelque chose à voir avec la violence. Bon, évidemment, on la met à toutes les sauces, prudence. Les principales conséquences sont sur la psyché, avec toute la palette de la dépression à l'anxiété, à l'insomnie, aux pensées suicidaires, aux attitudes auto-agressives, aux addictions et toutes les conduites à risque qu'on connaît bien chez nos patientes, jusqu'au fameux PTSD, donc trouble du stress post-traumatique, qui est dans ces situations où l'événement violent se répète et n'est pas unique. Donc c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose de plus long et de plus difficile à prendre en charge que, par exemple, le fait d'avoir été au Bataclan une fois dans sa vie. Des choses qu'on connaît mieux, donc sur la santé sexuelle et reproductive, toutes les pathologies gynécologiques, les saignements, les fausses couches, les douleurs chroniques. Combien de fois vous interrogez une femme, vous lui faites faire 3 tonnes de bilan, il n'y a rien, et puis vous lui posez délicatement la question de « comment ça va à la maison ?» Et là, vous avez une hémorragie de révélations et de larmes. Et parfois, avec une bonne prise en charge, les fameuses douleurs incompréhensibles s'arrêtent. Donc, ce n'est pas inintéressant. Il y a aussi les femmes qui, par exemple, ont accouché à domicile. Et vous pensez que c'est parce qu'elles ont accouché très vite. Mais c'est parce que leur mari n'avait pas envie de les emmener à l'hôpital ce soir-là. Il y avait un match à la télé. Et donc, parfois, certaines morts néonatales sont liées à des choses comme ça. Et puis, bien sûr, la dépression et tout ce que vous voulez. Des conséquences sociales, perte d'emploi, appauvrissement, endettement, isolement. On sait que ce n'est pas facile de parler de ces violences, même avec la plus gentille sage-femme du monde et le gynéco le plus sympa. Ben, on a honte, hein. Quel que soit le niveau social, on a honte, et pas pour la même chose. Dans les milieux aisés, on a honte parce que ça ne fait pas partie de l'image d'Épinal, une femme pédégète qui vit dans un appartement magnifique et qui passe toutes ses vacances aux Bahamas. Ça ne fait pas partie du tableau. Et pourtant, elles ne sont pas si rares que ça. L'emprise, je ne vais pas vous en parler longuement, on n'a pas beaucoup de temps, mais l'emprise est tout ce que les anglo-saxons appellent le contrôle coercitif, ça existe en français aussi. Eh bien, c'est cet état de subordination qui fait qu'un homme, à force de petites touches extrêmement habiles, a fini par prendre possession de vous, de votre être dans son entier,
et vous n'avez plus aucune autonomie et vous n'osez même plus faire des choses qui pourtant vous semblent extrêmement importantes parce que vous n'avez plus confiance en vous, parce que vous avez des enfants, que vous avez peur qu'on vous les retire, parce que la famille vous dit non mais tu vas pas divorcer ma chérie, jamais personne va te donner autant de sécurité financière et quotidienne, etc. Ou alors à l'autre bout du spectre, ma chérie, t'es mariée, ok tu l'as pas choisi, mais maintenant c'est ton mari et ne reviens plus pleurer à la maison, que j'entends systématiquement chez mes patientes migrantes africaines. Évidemment, il y a la peur de ne pas être crue, notamment par les flics, le fait qu'on ne connaisse pas ses droits et le fait que tout ça, c'est quand même sacrément compliqué. Alors juste ne pas oublier les enfants, parce que les enfants, on a longtemps dit oui, mais un père qui ne tape pas ses enfants, bah, c'est pas un mauvais père. Hein. En fait, les enfants ne sont pas témoins des violences conjugales, même quand on n'a pas levé la main sur eux, ils sont co-victimes et les dégâts sur eux sont incroyablement fréquents et graves. La plupart des enfants sont des témoins visuels, auditifs. Les violences sont souvent portées sur l'éducation. Et c'est très souvent quand il y a un enfant à la maison que le passage à l'acte physique intervient. Beaucoup de ces enfants, les 2/3, présentent un trouble du stress post-traumatique. Et beaucoup sont à la fois victimes de violences qu'ils entendent et qu'ils voient sur leur mère et de violences sur eux. Et les violences sur leur mère, c'est quelque chose qui les terrorise complètement parce que c'est des enfants qui sont adultifiés très tôt. Ils se sentent responsables. Ils ont tellement peur que papa tue maman qu'ils ne dorment pas parce que des fois qu'elle appellerait à l'aide. Et leur vie est absolument impossible. Ils ont très peur de la séparation. Ils ont énurésie, encoprésie, colère, hypervigilance. Ces enfants hypervigilants. Évidemment, à l'école, c'est supposé se voir, mais il n'y a pas autant de signalements qu'on devrait. Puis des enfants qui ont beaucoup de mal à gérer leurs émotions, etc. Et la violence, on le sait, abîme la parentalité. Et j'aime beaucoup cette phrase du juge Durand, qui est aujourd'hui le président de la CIVIS, la Commission indépendante sur l'inceste. Protéger la mère, c'est protéger l'enfant. Et laisser un enfant dans un contexte de violence conjugale est indigne, je pense, d'une société telle que la nôtre. On va passer la prise en charge. La prise en charge, elle est très compliquée. Elle est très globale. Et je ne sais plus quel ministre avait commandé un rapport en 2014 dans lequel, entre autres, il y avait Patrick Pelloux qui était impliqué. Mais ce rapport était très clair. Il disait « Sortir de la violence, c'est mission impossible. Donc, il faut faciliter le parcours des femmes parce que se reloger, s'occuper des enfants, aller voir le médecin, aller voir les flics, trouver un avocat, c'est tellement compliqué que la plupart du temps, elles baissent les bras. On a parlé du dépistage ce matin. Il y a d'autres outils, comme par exemple la petite roue des violences, qui permet aussi d'aborder le dialogue en consultation, violences physiques, psychologiques, économiques. Et puis le violentomètre, que j'aime beaucoup, c'est un outil très utile, notamment chez les jeunes, parce qu'il décrit, je suis désolée, la diapo est de mauvaise qualité, mais il décrit les relations entre tu es dans une relation ultra saine, vas-y, profite. C'est un peu louche ce qui t'arrive, il regarde dans ton téléphone, il vérifie tes fréquentations, etc. Fais attention. Ou bien, il te flique en permanence, il t'a demandé des trucs que tu n'avais pas envie de faire. Casse-toi, c'est urgent. Et ça marche pas mal. Je fais beaucoup d'interventions scolaires et c'est un outil qui ouvre le dialogue. Alors, on a parlé là tout à l'heure du questionnement systématique. Il n'est pas si compliqué que ça quand on est à l'aise dans ses bottes. Je vous rappelle qu'il y a 40 ans, on nous a demandé de poser la question aux femmes, est-ce qu'elles buvaient de l'alcool, est-ce qu'elles prenaient des drogues, et qu'on n'était pas bien à l'aise. Hein. Moi, jeune interne, je ne savais pas trop comment l'amener, celle-là. Et d'ailleurs, les patientes le sentaient bien. Elles disaient, mais vous me posez la question, pourquoi, docteur, vous trouvez que j'ai une tête d'alcoolique? Et donc, on se réfugiait dans le dossier au DIPOC, déjà, à l'époque. Non, non, madame, je coche les cases. Voilà. Et bien, aujourd'hui, quand on se dit, je dois cocher la case violence, faites l'expérience, c'est assez facile. Les patientes parlent, et souvent, elles vous disent, 1, vous êtes le premier à m'avoir posé la question. 2, est-ce que vous me croyez? Et 3, merci. Donc, ça vaut le coup. Alors, chacun y va de ses questions. Hein. Ça peut être, est-ce que vous avez déjà subi des violences dans votre vie? Mais ça peut être, est-ce que vous avez eu une enfance heureuse? Parce que très souvent, ça a commencé dans l'enfance. Et là, vous avez, oui, j'ai très mal vécu le divorce de mes parents,
Oui, mon petit frère n'était pas gentil avec moi, et puis 5 minutes après, et puis mon oncle, et puis, et ça ne fait que continuer. Une question sympa, avez-vous déjà eu peur de votre conjoint? Celle-là, je vous la recommande. Il y a eu tout ce travail qu'on a fait avec la Haute Autorité de Santé et qui aboutit à cet excellent document que je vous recommande, le protocole WAST, vous en avez parlé. Il y a aussi DOTIP, qui est un petit truc. D pour dépister, O pour offrir un message clair de soutien, T pour traiter la situation, I pour informer la victime, et P pour protéger et prévenir la récidive. Globalement, qu'est-ce qui est attendu de nous? En fait, c'est de contrer la stratégie de l'agresseur. Il surveille, il contrôle, il isole, on accompagne, on rassure. Il humilie, il dévalorise, on valorise ses compétences, on valorise le fait qu'elle ait osé demander de l'aide et venir en parler. Il inverse la culpabilité, on lui rappelle la loi. C'est pas parce que tu avais une jupe qu'on t'a violée. Il fait régner la terreur, on essaie de la mettre en sécurité, il assure son impunité, nous on la croit, ça change la donne pour elle. Bien sûr, il y a des facteurs de risque, on en a parlé, mais être une femme, déjà, c'est un facteur de risque en soi, et tous les autres coulent de source. Il faut évaluer le danger, parce que parfois c'est difficile de se dire, est-ce que je la laisse rentrer chez elle? Est-ce que je ne ferais pas mieux d'appeler les flics? Donc, il faut avoir des petits outils, comme par exemple, est-ce qu'il a déjà menacé de vous tuer? Est-ce qu'il y a des armes à la maison? Est-ce qu'il a déjà tenté de vous étrangler? Une femme qui a déjà été menacée ou qui a eu des débuts de tentatives de strangulation, c'est une femme qui a beaucoup plus de chances de mourir que d'autres. Ce qu'on doit faire aussi, on l'a dit ce matin, tout à l'heure, c'est écrire, faire des certificats, parce que la femme en a vraiment besoin pour son dossier. Même si elle vous dit qu'elle n'en veut pas, vous le faites, vous le gardez dans votre dossier, vous lui dites, si un jour vous le voulez, il est là. Parce que combien de femmes sont allées au commissariat, on leur a dit, ah, mais ça fait 20 ans qu'il vous tape et vous venez qu'aujourd'hui, vous auriez pu parler avant. Et la dame, elle est très contente parce qu'elle revient chez son médecin, et il y a 20 certificats dans l'ordinateur qu'elle va pouvoir ramener aux policiers peu empathiques. Bon, vous avez toutes les explications sur les certificats professionnels écrits par la Haute Autorité de Santé, l'Ordre des médecins et tout ce que vous voulez. On est un peu inquiet parce qu'on se dit, oh là là, il faut que j'évalue l'ITT, la fameuse incapacité totale de travail, qui évidemment n'a rien à voir avec le travail. C'est le temps pendant lequel une personne qui a vécu quelque chose, un accident, une violence, ne peut pas faire les gestes de la vie courante. Et c'est extrêmement important parce que plus elle est longue, et plus le magistrat va considérer que c'est grave, et plus il va prendre en considération votre certificat. Enfin, il va donner de l'importance aux choses vécues. Et là, c'est quand même assez flexible. Il y a des gens qui mettent une ITT de 3 jours, ce qui est ridicule, pour des côtes cassées, une hospitalisation, etc. Donc, il faut faire attention, et si le certificat n'est pas correct, on peut toujours le faire réévaluer par un médecin légiste et le faire refaire. Et puis, il faut évaluer aussi l'ITT psychologique. On a aussi 2 outils pour nous, les médecins. C'est qu'on peut signaler à la CRIP et on peut signaler au procureur. Juste, je vous rappelle qu'on a beaucoup parlé du respect du secret professionnel et du fait qu'on devait aujourd'hui signaler quand on était très, très inquiet, mais on n'a pas encore bien compris comment on était très inquiet. Je passe, dommage, j'ai plein de trucs à vous raconter, mais c'est pas grave, juste pour vous dire que finalement, une femme victime, elle a besoin de tout ça. Et que ce qu'on a fait à la Maison des femmes, c'est qu'on a essayé de mettre en place tout ça. On va passer sur les ODD. Juste un mot sur les pratiques traditionnelles néfastes. Moi, on me demande toujours pourquoi je me suis lancée dans ce machin. Moi, dans mon consultation, j'ai plein de femmes qui vivent des traditions néfastes, que ce soit le mariage forcé, que ce soit l'excision, que ce soit l'obligation d'avoir un seul enfant et d'avorter si c'est une fille. Bon, le bandage des seins, tout ça, c'est plus anecdotique, mais ça fait quand même partie de ma consultation et c'est quelque chose qui m'a beaucoup motivée. À l'époque, je travaillais à Saint-Denis, à maternité, 4600 naissances, 14% d'excision, un score EPIS catastrophique. Bref, j'ai eu envie de créer un lieu qui soit que dédié à la violence. Ça m'a pris du temps parce que ça coûte très cher, qu'il m'a fallu lever beaucoup de fonds. J'ai commencé en 2013, on a posé la première pierre en 2014, on a ouvert en 2016. Aujourd'hui, c'est 500 mètres carrés, 60 intervenants, 50 à 80 femmes accueillies chaque jour, 14 000 consultations par an, 3 parcours, mutilation sexuelle, de l'information à la chirurgie,
Planning familial, vous connaissez. On a une petite mission en plus, c'est qu'on est extrêmement engagé dans les avortements tardifs pour cause médico-psychosociale. Et je vous en parle parce que j'aimerais beaucoup faire changer la loi. J'aimerais beaucoup qu'on supprime la fameuse phrase qui dit qu'on autoriserait cette femme à avorter que si son pronostic vital était en jeu, phrase qui tétanise les psychiatres. Et de ce fait, ils ont beaucoup de mal à faire un certificat disant qu'ils trouvent que ça serait pas mal qu'on puisse aider cette femme à avorter. Et enfin, l'unité violence conjugale, sexuelle et sexiste, avec là encore tout un parcours intégré, avec des groupes de parole. Bon, on n'a pas le temps, mais les groupes de parole, c'est très chouette. Des bénévoles qui font des tas de trucs, des ateliers, parce qu'il faut améliorer l'estime de soi. Vous voyez qu'on en a 12. Ça va de la yoga-thérapie au jardinage en passant par le karaté. On a des flics, une fois par semaine. Ils prennent les plaintes de nos patientes et ils prennent le temps. Si c'est un viol, c'est 3 heures pendant lesquelles ils n'ont rien d'autre à faire. Et c'est dans le calme, dans un endroit sécure où les femmes se sentent bien. On fait beaucoup de prévention. On va dans les lycées et les collèges, on les reçoit. On va dans les entreprises, on fait de la formation continue. Depuis peu, on a un foyer d'hébergement pour jeunes filles de 18 à 25 ans sans enfants, parce qu'on pense que celles-là, on peut encore les tirer d'affaire, les ramener vers des études, vers un métier, vers un cadre familial qu'elles n'ont en général pas depuis longtemps. Et puis, on va bientôt ouvrir Coralis. C'est un peu, on l'a fait rentrer dedans artificiellement parce qu'on l'a bossé avec une policière qui s'appelle Coralie. Centre opérationnel de résilience et d'accompagnement. En gros, c'est SOS viol 24 heures sur 24, avec de la médecine légale, la possibilité de prélever des éléments de preuve et de les conserver, un flic qui vient tout de suite si besoin, et de la renvoyer chez elle en taxi le lendemain après un peu de repos. On fait aussi de la sensibilisation, comme par exemple auprès des hommes, avec notre campagne Bioman. On s'est beaucoup engagé pour l'allongement du délai de réalisation de l'IVG, et on est assez content d'avoir gagné, et vous pouvez aller écouter notre podcast. Aujourd'hui, on est allé encore plus loin. On a beaucoup œuvré pour que tout le monde puisse bénéficier d'une MIG, vous savez, cette mission d'intérêt général que le gouvernement donne aux équipes qui ont envie de faire une maison des femmes. Petit bémol, la MIG est de 150 000 €, mon budget annuel est d'1,8 million. Donc avoir la MIG ne veut pas dire qu'on va arriver à faire une maison des femmes, mais c'est un bon début. Et pour soutenir tout le monde, vous voyez qu'on commence à être un peu une grande famille, là, avec tous le même logo. On a une marraine publique, Madame Moreno, qui est ministre du droit des femmes, et un parrain privé, qui est François-Henri Pinault, PDG de Kering. Et François-Henri, en fait, avec lui, il y a 15 mécènes, des gros en général, L'Oréal, Accor, AXA, qui sont d'accord pour que chaque fois que le gouvernement donne à une structure un ticket de 150 000, ils renchérissent avec un autre ticket de 150 000. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop débordé. J'ai commencé avec un peu de retard. Merci beaucoup pour cette présentation passionnante. Le temps que M. Dugravier s'installe, on va peut-être essayer de prendre une question. S'il y a quelqu'un qui met alors une question rapide. Si. On a une par là. Ouais, bonjour, merci 1000 fois pour votre action et pour cette présentation et pour l'impulsion que vous avez impactée avec votre maison des femmes qui se multiplie un petit peu partout. Alors c'est peut-être une question polémique, mais est-ce qu'on prend conscience de toutes ces violences? Est-ce que là, notre tâche aveugle, ce ne serait pas les violences gynécologiques obstétricales, quand on sait que jusqu'à il y a 2 jours, le collège soutenait un praticien qui devait venir parler malgré beaucoup de plaintes de patientes, malgré un rapport de la PHP qui montrait un non-respect des droits des patientes, que ce soit l'information, le consentement, le respect de la dignité. Donc voilà, est-ce que ce ne serait pas un petit peu aussi sur ça qu'il faudrait qu'on agisse, vu que c'est là où on a vraiment un rôle majeur à jouer, quoi. Merci beaucoup. Je ne mettrai pas ces 2 choses-là. Bien sûr que les violences gynécologiques, elles ont à voir avec le patriarcat, avec la culture du viol que dénonce le film. Mais je les mettrai sur un autre degré, parce que la violence intrafamiliale, c'est quand même autre chose. Vous allez voir votre gynéco 1 fois par an, vous voyez votre mec 4 fois par jour. C'est pas tout à fait du même tonneau. Après, oui, les violences gynécologiques et obstétricales sont un vrai sujet, mais je n'aime pas le voir traité en tout noir, tout blanc. Je pense que c'est une ligne de crête, qu'elle est extrêmement étroite,
et qu'il faut s'y tenir. À la fois, je ne voudrais pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain et qu'on crache sur le travail fantastique que font gynécologues, sages-femmes, accoucheurs, de jour, de nuit, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, et c'est pas de la tarte. Et en même temps, ne pas se voiler la face. Oui, il arrive que nous soyons tous maltraitants, parfois volontairement et parfois malgré nous, et il faut qu'on y travaille. Et je ne rentrerai pas dans la polémique concernant la présence de qui vous savez. Merci beaucoup. Du coup, on va enchaîner avec notre dernière présentation sur un autre type de vulnérabilité avec Monsieur Dugravier, qui est médecin pédopsychiatre, spécialiste du lien d'attachement. Il est directeur du stand de psychopathologie périnatale Boulevard Brune, et je tiens à souligner aussi qu'il était membre de la commission des 1000 jours, la commission ministérielle. Merci. Bon, merci pour l'invitation et pour la présentation. Donc moi, je vais me recentrer sur les enjeux en psychiatrie périnatale, qui sont un peu différents, mais évidemment que ça se recroise, et on aura peut-être l'occasion d'en discuter. La psychiatrie périnatale, il faut savoir qu'on ne sait pas très bien ce que c'est. On a eu beaucoup de mal à la définir, et il y a des efforts conséquents en ce moment de différents organismes. Là, je pense à l'HAS, le rapport des 1000 premiers jours, mais aussi l'ANAP, un groupe de pédopsychiatres. Et on est arrivé à une définition restrictive, donc sûrement pas complètement satisfaisante, mais qui au moins nous permet de savoir de quoi on parle. Ce sont des soins conjoints, c'est-à-dire des soins des relations effectives ou en construction, des enfants et de leurs parents, des bébés et de leurs parents. Donc la psychiatrie périnatale, ça englobe les soins adressés aux bébés et aux parents au moins dans la première année de vie, et aussi le travail anténatal, voire anticonceptionnel, et j'y reviendrai tout à l'heure. C'est important parce qu'en fait, dans les offres de soins en psychiatrie périnatale, c'est très divers. Il y a des unités de jour qui fonctionnent jusqu'à 3 ans, d'autres jusqu'à 1 an, d'autres jusqu'à 2 ans. Et ça peut être pareil pour les unités d'hospitalisation, donc ça peut créer des confusions et un problème de lecture pour les professionnels qui essaient de s'appuyer sur ces services. L'autre point important, c'est que si on veut travailler en psychiatrie périnatale, il faut associer des compétences en psychiatrie générale, centrées sur les problématiques de l'adulte, et aussi des compétences en pédopsychiatrie sur le développement de l'enfant. Ça paraît évident, mais souvent dans la pratique, c'est plutôt l'une ou l'autre des approches qui est privilégiée. C'est-à-dire que le premier qui est là travaille sur toutes les dimensions, que ce soit le psychiatre d'adulte ou le pédopsychiatre, et s'occupe de l'adulte et du bébé dans une même démarche. Ce qui n'est pas dans le sens des recommandations. Alors pourquoi c'est important et pourquoi c'est important d'anticiper ? C'est parce que d'abord, on sait qu'aujourd'hui, on est encore très loin du compte. On a vu ce qui était dit pour la question de la précarité et des violences. Je crois que c'est pareil au sein des problématiques psychiques. Il semble qu'il y a à peu près 15 voire 20% de femmes qui auraient besoin d'accéder à un professionnel de santé mentale en période périnatale. Ces chiffres ne sont pas très sûrs, mais le consensus est là. Or, quand on regarde les données de la cohorte ELF, on s'aperçoit que seulement 27% des femmes, pendant leur grossesse ou en période périnatale, qui disent avoir ressenti une souffrance psychique, ont accédé à un professionnel de santé mentale. Donc ça veut dire qu'on est vraiment, vraiment très décalé entre les souffrances ressenties et l'accès aux soins. Si on va plus loin, si on va en période postnatale, il semble qu'il y a presque 25% d'enfants qui vivraient avec au moins un parent qui a un trouble mental, et parmi ceux-ci, il y en a la moitié qui vont développer ultérieurement des troubles psychiques eux aussi. Et pareil, on pourrait éventuellement diminuer ces difficultés-là, mais pour ça, ça demande des filières de soins et une organisation des soins qui n'est sûrement pas encore en place. Et puis vous connaissez probablement toutes et tous les données récentes sur le suicide maternel qui englobe la première année de vie. Vous savez que c'est la première cause ou la deuxième cause, à égalité avec je crois que c'est les maladies cardiovasculaires. En fait, ça concerne à peu près une femme par mois en France. Donc en volume, ce n'est pas très important. Par contre, c'est vraiment probablement une sorte de données sentinelles qui doit nous interroger sur nos dispositifs, notre structure de soins. Et surtout, quand on se penche sur ces cas, et il se trouve que moi je travaille avec le docteur Vacheron, qui est psychiatre d'adulte, qui a analysé tous ces dossiers. Parmi toutes les femmes qui se suicident en période périnatale, 9 cas sur 10 seraient évitables. Donc là, pareil, on a encore beaucoup de travail. Je vais donner quelques éléments qui justifient aussi pourquoi il est important de structurer des parcours d'anticipation et d'accompagnement. D'abord parce que les femmes qui ont des troubles psychiatriques sévères, chroniques,
sont probablement de plus en plus nombreuses à faire des bébés. Vous voyez par exemple, la moitié des femmes schizophrènes auront un bébé dans leur vie un jour. C'est encore plus vrai quand on va sur les troubles plus larges. Donc la fécondité semble en hausse, et on sait que ce sont des femmes qui sont moins bien suivies en période périnatale et particulièrement en prénatale. Je cite un travail, un mémoire de sage-femme, qui s'est penché sur, parmi 86 000 naissances en Île-de-France, sur le nombre de femmes qui ont été identifiées comme ayant un trouble psychiatrique. Elle s'est penchée sur les données qu'on a qui sont un peu partielles, mais elle pensait que sur ces 86 000 naissances, il y aurait 362 femmes qui seraient considérées comme schizophrènes et qui donc auraient besoin d'un parcours plus spécialisé. Épidémiologiquement, c'est ce qu'on aurait dû retrouver. Quand elle regarde les données obtenues, il y en a seulement 68 qui ont été identifiées. Donc ça veut dire une proportion, vous voyez, c'est quoi? C'est un quart, ça? Un quart seulement, un cinquième qui sont identifiés. Et par ailleurs, parmi celles qui sont connues comme étant schizophrènes et donc qui rentrent dans un parcours de soins, aucune n'aurait accès à l'entretien prénatal à l'époque, pas de préparation à la naissance, moins d'examen de dépistage préventif, moins de consultation prénatale. Donc vraiment, ce sont des populations particulièrement vulnérables. Et puis, si on se penche sur leur parcours, les femmes qui, encore une fois, qui ont des troubles psychiatriques chroniques sévères, elles sont à risque majeur. Le premier risque, c'est celui qu'elles décrivent elles-mêmes, le risque d'être discriminées, stigmatisées et être discriminées et stigmatisées. Le deuxième risque très important, c'est le risque des rechutes. C'est trop négligé, trop peu connu encore, mais avant toute chose, une femme qui a un trouble psychiatrique, si on n'organise pas un parcours de soins coordonné, elle a des chances majeures de faire une rechute et donc d'être réhospitalisée, séparée de son enfant et toutes les conséquences qui peuvent venir avec. Mais par exemple, quand on regarde en des suivis de cohorte, il n'en existe pas beaucoup, mais sur les femmes qui ont des troubles sévères, la moitié des femmes schizophrènes vont perdre la garde de leur enfant à un moment de leur vie. Les enfants sont plus insécures, plus désorganisés, et puis ils ont des troubles associés. Ça, je vais passer rapidement. Je voulais porter l'accent sur les dépressions périnatales. Vous savez qu'on en parle beaucoup, c'était dans les rapports des 1000 premiers jours. Maintenant, ça devient vraiment, vraiment un sujet, je pense, qui est saisi par le grand public. C'est un enjeu de santé publique. Pourquoi? On dit communément que ça concerne 10 à 15% des femmes. Donc si on regarde par rapport au nombre de naissances, ça fait à peu près 100 000 femmes par an. Mais c'est vrai pour les hommes aussi. Pour les hommes, ça c'est un peu moindre, mais c'est quand même à peu près 8% des hommes qui font des dépressions périnatales. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que seulement 40% de ces femmes ont un diagnostic. Donc là encore, on a un travail très important de meilleur accompagnement et meilleur dépistage. 24% qui accèdent à un traitement, et dans ce même article, semble-t-il, seulement 10% qui accèdent au traitement le plus approprié. Donc on est très très loin du compte aujourd'hui. Les dépressions périnatales, pourquoi c'est un modèle intéressant? Parce qu'on sait à quel point c'est délétère pour les femmes, pour le couple, pour l'enfant ultérieurement, parce que ça altère la capacité parentale, la disponibilité parentale, avec des possibilités de désengagement, d'intrusion, de dysynchronie interactionnelle. Et quand on suit les cohortes d'enfants qui ont vécu avec une mère déprimée, on voit qu'ils ont plus de risques de troubles de l'attachement, plus de risques de troubles externalisés, de troubles internalisés, que ce soit dans la toute petite enfance, l'âge de latence, voire à l'adolescence. Alors, comment on peut comprendre les limites actuelles spécifiquement pour les dépressions? Elles sont trop peu dépistées sur ces différentes raisons. D'abord, les professionnels sont trop peu formés et connaissent mal ce sujet, même si c'est en train de changer. Et ce qui va avec, c'est aussi que la question n'est pas seulement de dépister, comme ça a été évoqué, mais de savoir quel est l'accès aux soins possible. Ça, j'y reviendrai après. Et puis, les femmes ont trop peu de demandes d'aide aussi. On a déjà parlé de ça tout à l'heure pour les violences, mais c'est probablement assez proche pour les dépressions. C'est facilement culpabilisant, le sentiment de honte, d'impuissance, le sentiment aussi de ne pas être à la hauteur concernant son enfant, qui prennent une part très importante. Donc la honte, la culpabilité, la difficulté d'identifier les symptômes aussi, parce que c'est rarement des crises de larmes et des pleurs, c'est plus centré sur les aspects de honte, de culpabilité, de sentiment d'incompétence. Parce qu'elles peuvent rencontrer des résistances dans leur entourage, ça peut être banalisé et on demande à ces personnes de faire un effort et de se ressaisir un peu. Et puis un autre point qui m'a intéressé, c'est que quand on regarde, quand on interroge les femmes qui se dépriment, pourquoi elles ne sont pas allées demander de l'aide? C'est parce qu'elles pensaient que la première et unique réponse, ou la première réponse, serait une réponse médicamenteuse et qu'elles craignent la prescription de psychotropes. Et interrogées, elles disent clairement préférer les thérapies basées sur la parole que les traitements pharmacologiques.
Donc voilà, c'est ce qui peut expliquer le décalage. Pourtant, il existe des recommandations. À ma connaissance, en France, ce n'est pas encore très établi, à part le rapport des 1000 premiers jours. Mais quand on regarde dans les autres pays, les obstétriciens recommandent un dépistage systématique, les pédiatres aussi. Il semble que ce soit bien accepté, en particulier en suite de naissance, mais que ça nécessite toujours que ce screening, ce dépistage, soit associé avec une organisation du parcours. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va aujourd'hui vers un dépistage systématique des dépressions périnatales? Là, en attendant, j'y réfléchissais. Il y a quelques années, moi, j'étais assez réticent à ça, à la mise en place d'entretiens, ou en tout cas de questionnaires et d'échelles de dépistage systématique. Je pensais que ça avait une fonction épidémiologique essentiellement. Il se trouve que pendant la période du confinement, la première, au sein de la maternité de Saint-Joseph et d'autres maternités, on a mis en place des échelles de dépistage de la dépression en suite de naissance, en suite de couche. Et on a découvert quand même que, au-delà d'avoir une notion de la prévalence des dépressions, on connaissait déjà un peu quand même, beaucoup de femmes qui présentaient ces symptômes n'étaient pas identifiées alors qu'on a un dispositif d'accompagnement et de psychiatrie de liaison et de consultation prénatale assez conséquent. L'autre point, l'intérêt du dépistage systématique des dépressions, c'est la banalisation pour les femmes. Tout le monde bénéficie d'un regard, d'une information sur les dépressions périnatales. C'est aussi la sensibilisation des professionnels de périnatalité et renforcer les collaborations entre sages-femmes obstétriciens et professionnels de santé mentale. Il y a des conditions nécessaires, c'est que si on fait ce dépistage, il faut savoir à qui adresser encore une fois, il faut une structure de soins. Donc les filières sont bien identifiées, et donc c'est l'importance de la coordination entre les professionnels de la maternité, les professionnels de ville et les services de psychiatrie périnatale. Il faut savoir que ce que j'évoque là, c'est quand même le mouvement actuel porté par le gouvernement, en tout cas le gouvernement précédent. Vous savez qu'il y avait l'application des 1000 premiers jours de la vie de l'enfant, dans laquelle il y a la mise en place de l'EPDS, avec des questions qui peuvent se poser, la mise en place d'un entretien systématique de dépistage à 5 semaines du postpartum qui était prévu aussi, et puis qu'il y a un certain nombre d'initiatives parallèles, d'autres applications qui sont centrées sur le PDS, enfin sur la dépression en tout cas. Donc cette diapo elle est un peu chargée parce que je voulais essayer d'illustrer comment on peut essayer de fonctionner pour anticiper, pour mieux accompagner. Nous pensons en psychiatrie périnatale que ça repose sur une stratégie territoriale. On ne peut pas continuer à fonctionner par service isolément, basé sur une offre de soins à intensité graduée. Évidemment, le premier axe, c'est arriver à un accès à une information pour tous suffisamment fiable et suffisamment partageable. C'était l'ambition, et c'est l'ambition toujours de l'application des 1000 premiers jours de la vie de l'enfant, qui soit utilisable aussi bien pour les usagers que pour les professionnels. Je me disais qu'on ne pouvait pas ne pas parler de l'entretien prénatal précoce, qui est censé être systématisé, adressé à tous, et qui doit être un moyen d'ouvrir le dialogue et d'accès à l'information. Je pense qu'il y a un parent pauvre aujourd'hui, même si c'était évoqué dans le rapport des 1000 premiers jours, c'est la question de la formation continue, et je voulais citer le principe des formations transdisciplinaires pensées, élaborées par les équipes formées par Françoise Molena, qui sont cruciales, c'est-à-dire autour d'une même problématique, entendre la parole de la sage-femme, de l'obstétricien, du psychologue, de la psychiatre, de manière concertée et réfléchie. Mais j'y passe vite. Et ensuite, comment on peut faire pour anticiper, pour mieux accompagner? Donc moi, aujourd'hui, je suis plutôt à penser qu'un dépistage systématique, au moins en suite de naissance, des dépressions, est une façon de s'adresser à une proportion non négligeable des femmes. Je dis que ça concernera 15% des femmes. Ça demande à ce moment-là que la maternité ait construit un partenariat avec une unité de psychiatrie périnatale qui permet d'avoir des consultations anténatales, une psychiatrie de liaison et surtout une offre de soins d'aval. L'autre point, c'est ce que je viens d'évoquer là, c'est le fait qu'on a besoin pour chaque maternité de mettre à niveau dans les maternités cette offre de soins qui repose sur psychologues, psychiatres et pédopsychiatres. C'est probablement très disparate encore en France, mais il y a vraiment un mouvement depuis maintenant 3 ans, à travers les financements FIOP et de pédopsychiatrie, pour essayer de mettre à niveau dans les territoires ces offres-là. Et puis, et je reprendrai ça juste après, pouvoir développer des consultations de référence, ou dites consultations d'expertise, destinées aux parents qui ont les troubles les plus sévères, ou aux futurs parents qui ont les troubles les plus sévères. Je vais vous le décrire rapidement. Donc, anticiper pour mieux accompagner, c'est avoir une offre graduée qui s'adresse à tous, une offre de proximité avec des consultations accessibles, une offre de recours en s'appuyant sur les équipes mobiles, les unités de jour
les unités mères bébés. Vous savez qu'il y a eu des financements récemment pour ça. Et enfin, c'est les consultations d'expertise pour répondre à une logique de parcours de soins complexe coordonné. C'est ça que je vais illustrer ici. C'est un modèle qu'on a développé à Sainte-Anne, en fait, l'endroit où je travaille, avec psychiatre et pédopsychiatre, qui est une consultation prénatale et ou préconceptionnelle. C'est 2 tiers de préconceptionnel, 1 tiers de prénatal, qui est destinée exclusivement aux femmes qui ont un trouble psychiatrique connu. À ce moment-là, on leur propose de les rencontrer très en amont pour organiser au mieux les choix à faire dans leur parcours de soins. Donc c'est une consultation qui dure 1h30, menée conjointement par un psychiatre et un pédopsychiatre, avec, dès la fin de la consultation, un compte-rendu qui est destiné aux professionnels et une lettre de liaison pour les usagers. 1h30, ça permet d'explorer différents domaines. Le statut psychique des femmes, c'est-à-dire quel est leur rapport à leur trouble psychiatrique, comment elles connaissent, comment elles se sont appropriées, comment elles savent anticiper. Donc la conscience de leur trouble, la stabilité bien sûr de ce trouble, mais aussi l'alliance thérapeutique. Est-ce qu'elles ont déjà un réseau de soins psychiatriques bien structuré pour elles? La deuxième dimension qu'on explore, c'est la question de l'environnement, dans le couple bien sûr, la connaissance qu'a le compagnon du trouble psychique, est-ce qu'il est capable lui aussi d'anticiper, de demander de l'aide et connaître les ressources, mais aussi l'insertion professionnelle, le soutien familial, l'insertion plus globale. Le dernier aspect qu'on explore dans cette consultation, c'est le désir d'enfant, les représentations de la maternité, de la parentalité, et comment ça peut s'inscrire dans un projet. Cette consultation, elle est encadrée par des entretiens infirmiers. Depuis toujours, elle existe depuis 2013 maintenant, depuis toujours il y a un entretien infirmier préalable qui servait un peu à évaluer le degré d'urgence. Depuis maintenant 1 an et demi, ce qu'on a développé, c'est un suivi infirmier dans ce parcours de soins complexe coordonné. L'infirmière qui a fait l'entretien préalable récupère les conclusions du compte-rendu et voit dans le suivi ultérieur si les recommandations que nous avons pu faire, parce que ce compte-rendu préconise un certain nombre de recommandations concernant le traitement médicamenteux, la viabilité du projet, mais aussi l'orientation vers les services. C'est une occasion de familiariser les familles, les futures familles avec les services existants. Et l'infirmière a le rôle de reprendre avec la famille, parce que ça dépasse largement notre bassin de population, et de voir si les recommandations qui ont été faites ont été atteintes, c'est-à-dire si les personnes ont pu accéder aux soins et aux dispositifs proposés. Donc c'est un suivi des recommandations, mais aussi une aide à l'orientation et assurer une continuité des interventions, structurer les professionnels ensemble. Et je vais finir en illustrant ça. C'est illisible cette diapo, mais moi j'y suis très attaché. C'est juste une femme dont on s'est occupé parmi d'autres, qui a un trouble schizoaffectif, c'est-à-dire qu'elle a des éléments délirants, elle a des troubles de l'humeur très importants, elle est très instable. Dans son parcours de vie de femme, elle a eu besoin d'être hospitalisée un certain nombre non négligeable de fois. Vous voyez, elle a été hospitalisée au moins 4 fois dans sa vie. 2 fois avant même tout projet d'enfant. Mais donc après cette hospitalisation, elle a bénéficié d'un suivi ambulatoire, en consultation et en thérapie. Et puis, elle est tombée enceinte, elle a fait un projet d'enfant, elle était enceinte, et elle a bénéficié de notre consultation dite psycho, cette consultation d'expertise. Quand on l'a rencontrée, elle était extrêmement anxieuse, extrêmement vulnérable, prenait 5 psychotropes différents, était un peu en rupture avec son psychiatre. On a dû restructurer tout ça. Mais quoi qu'il en soit, quand on l'a rencontrée, elle était déjà tellement instable qu'elle a eu besoin, pendant sa grossesse, d'être hospitalisée en psychiatrie. Quand elle est sortie de l'hôpital, elle a eu besoin d'aller en hôpital de jour pour adultes, toujours pendant le parcours de sa grossesse. Toujours avec le suivi en CMP. Puis on a instauré un suivi en psychiatrie périnatale. Donc vous voyez, hospitalisation, unité de jour, CMP adulte, service de psychiatrie périnatale, et puis le parcours de la grossesse classique. Quand elle a accouché, elle est restée plus de 3 semaines en unité kangourou. On avait proposé des services de psychiatrie périnatale type UHC, unité mère-bébé temps plein ou 2 jours. Pour des raisons diverses, elle n'y a pas accédé. Donc on a continué à proposer un suivi ambulatoire et l'instauration de la mise en place de la PMI, de TISF. 2 ans après, elle est à nouveau enceinte. Il y a à nouveau cette consultation d'expertise. Et à nouveau, on propose tous les dispositifs. Malgré tout, elle est encore fragilisée. Elle a besoin d'être hospitalisée, toujours être en hôpital de jour en psychiatrie adulte. À ce moment-là, nous, on propose ce qu'on appelle de l'équipe mobile. On va en consultation la rencontrer sur les lieux où elle est hospitalisée. Toujours la maternité avec l'unité kangourou. Et après, on propose un hôpital de jour. Et toujours l'ambulatoire, et toujours les soins. Et ça, si on n'a pas une infirmière qui a la perspective globale, qui continue à permettre à chacun d'être dans son rôle, qui fait la jonction avec les services de la maternité, la sage-femme libérale, et aussi les disparités des perceptions de chacun,
eh bien, nous sommes perdus et le couple, la famille est extrêmement perdu. Donc le projet de cette consultation d'expertise et des parcours de soins complexes coordonnés, c'est aider chacun à se sentir dans son rôle et sécuriser les femmes, les couples et le parcours. Voilà, puis je m'étais amusé à rajouter en plus, dans toutes les démarches actuelles pour essayer de structurer ces dispositifs, vous savez qu'il y a la notion de référent parcours, qui est discutable là, la création d'équipes mobiles, l'entretien systématique des dépistages, le PDS, enfin, il y a plein maintenant d'outils normalement qui sont censés nous aider à mieux accompagner ces parcours. En conclusion, qu'est-ce que ça peut être anticipé pour mieux accompagner? C'est nécessairement une stratégie territoriale. Je pense que ça doit être centré à partir autour des professionnels de la périnatalité et de la maternité. On était avant trop cloisonnés entre la maternité d'un côté, l'offre de soins de psychiatrie périnatale, et puis on essaie de dialoguer ensemble. Je crois que les soins se structurent à partir de la maternité, je pense. Et c'est donc aux psychiatres de périnatalité de faire l'effort de rentrer dans la culture des sages-femmes, des obstétriciens, que ce soit en libéral ou en maternité, et d'ajuster leurs propositions et de pouvoir sortir d'une logique basée simplement sur leur service, mais vraiment dans une logique de territoire et d'organisation du soin. Et je finis sur l'importance des interventions graduées, pensées en transdisciplinarité. J'ai évoqué l'entretien prénatal précoce, les filières de soins, je l'ai évoqué là, encore une fois, avec proximité, recours et expertise, qui devrait être la proposition sur l'ensemble des territoires à terme. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. Alors, avant de laisser le temps à une question, et je vois qu'elle se prépare, c'est parfait, je voulais vous donner juste 2 informations. C'est que logiquement, si les intervenants sont d'accord, les présentations seront en ligne sur le site de l'Audipog. Et deuxièmement, vous pouvez inscrire vos mails également, il y a un papier à l'entrée. Et voilà, je laisse la place aux questions. Bonjour. Bonjour. Du coup, je me pose la question de la place du médecin traitant dans ce parcours de soins. Vous évoquez beaucoup la coordination des soins entre psychiatrie, maternité et sage-femme. Le médecin traitant, lorsqu'il est clairement identifié par le patient, ce qui n'est finalement pas si rare, peut être un réel lien en prénatal, entre les maternités, pour assurer le sien avec le suivi psychiatrique, mais aussi repérer, et il a aussi l'avantage, souvent mais pas toujours, de voir plusieurs membres de la famille et du coup de pouvoir voir la mère lors des soins des autres membres de la fratrie et aussi de voir le père, l'autre parent. Et donc, c'est un interlocuteur privilégié quelle place pourrez-vous lui donner? Alors, il se trouve que si j'ai bien compris, dans les dossiers d'obstétrique, on a besoin de désigner le médecin traitant. Et dans l'endroit dans lequel je travaille, qui est un endroit très particulier, hein, c'est le 14e arrondissement de Paris, donc ce que j'ai entendu, c'est que je crois qu'il y a seulement un tiers des femmes qui ont réellement un médecin traitant identifié dans le dossier, en tout cas. Mais je vous disais, pour les femmes qui ont des troubles psychiques sévères, pour qui on propose cette consultation anténatale antéconceptionnelle, ce qu'on leur demande, c'est de désigner tous les interlocuteurs, tous les professionnels qui auront accès à notre compte-rendu, justement pour permettre que le médecin traitant soit associé. Et donc, c'est en accord avec elles qu'on a une liste de diffusion. Et puis, pour aller plus loin, moi, j'étais plutôt parti sur travailler avec les CPTS, donc les communautés de territoire, parce que je pense que si on veut faire un travail de dépistage et d'accompagnement des dépressions périnatales, c'est sûr que ce sont les médecins traitants qui devraient être les interlocuteurs privilégiés, parce que c'est eux qui voient l'immense majorité de la population. Le Covid est passé par là, on a réellement été dans une opportunité et on s'est aperçu qu'instaurer un dépistage en suite de naissance immédiate avait d'autres fonctions, et c'est sur ça qu'on a porté nos efforts aujourd'hui, mais je n'espère pas de retourner vers la CPTS comme j'avais commencé à le faire il y a 2 ans. Alors, notre question. Oui, les CPTS, ça marche de plus en plus et ça va être... c'est encore en formation, mais du coup, on est le maillage. Merci beaucoup. Moi, j'ai une petite question. Donc, vous parlez beaucoup du dépistage en suite de couches. Et en fait, on a beaucoup de documentation, de revues de la littérature qui nous dit que finalement, c'est une continuité, qu'il y a plein de choses qui se passent d'abord en anténatal et qu'en fait, finalement, la dépression postnatale, elle était déjà probablement là avant et qu'en fait, on l'a ratée. Donc, qu'est-ce qui est finalement le plus intéressant
Est-ce que de se dire au moins la suite de couches, on arrive à attraper tout le monde et donc c'est facile, ou est-ce qu'il faut vraiment qu'on insiste notamment sur le PP qui pourrait être un point d'entrée hyper intéressant pour essayer d'anticiper une situation qui finalement se sera déjà dégradée et où on arrivera peut-être un petit peu trop tard. Alors, j'ai envie d'y répondre très longtemps, donc il faut que je fasse attention. D'abord, je pense qu'il y a des logiques de territoire et qu'on ne peut pas appliquer un modèle systématique. Ensuite, quand je parle du dépistage, j'en parle dans un endroit où on a déjà en place des consultations prénatales, donc une collaboration établie avec la maternité et le service de psychiatrie périnatale, et qu'on a une offre de liaison suffisante. Donc on sait qu'on rencontre déjà beaucoup de femmes et de familles dans ces conditions-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il y a des auteurs qui sont mieux-disants et qui veulent des dépistages à plein de temps différents, en prénatal, en postnatal immédiat, à 4 mois, à 6 mois, à 2 mois, à 6 mois. C'est pertinent parce qu'on sait qu'il y a des épisodes qui émergent plus tard. Quand on dit que les dépressions existent déjà en anténatal, c'est probablement la moitié qui existe en anténatal qui se prolonge en postnatal, mais d'autres qui émergent plus tard. Je crois qu'à vouloir trop faire, le risque c'est que ce soit peu lisible. Donc je pense qu'il faut une stratégie claire qui puisse mobiliser tout le monde. Et que les suites de naissance, la vertu, c'est comme vous disiez, ça permet d'avoir tout le monde, et ça permet de travailler sur une acculturation entre les sages-femmes, les obstétriciens et les services de psychiatrie périnatale. On se pose une même question ensemble, on essaie d'y travailler, on l'a vu, nous, l'évolution. Au début, évidemment, c'était une charge pour les sages-femmes, ça leur posait problème, elles ne savaient pas comment, et puis elles étaient très mal à l'aise avec cette question. Aujourd'hui, quand on passe, elles me disent « j'ai fait le PDS », elle avait un score positif, en même temps, quand je fais l'entretien avec elle, je suis plutôt rassuré, je sais qu'elle va voir cette psychologue, je ne pense pas que ce soit utile que tu la vois. Quand elle me dit là, le PDS, il n'est pas positif, mais quand même, quand j'ai fait l'entretien, il y avait quelque chose. Et donc, je trouve que ça a beaucoup amélioré la qualité des échanges entre les professionnels. Et puis, ça nous a obligés à faire de la formation continue ensemble, se pencher ensemble sur comment on parle des dépressions, qu'est-ce qu'on en considère. Et l'entretien prénatal précoce, nous, on est dans une stratégie maintenant à essayer de faire que quand il y a une interrogation en consultation, avant d'adresser au psychiatre ou psychologue, on passe d'abord par l'entretien prénatal précoce. Au moins, tous ceux qui sont vus par les psys sont vus aussi en entretien prénatal précoce. On les verra de toute façon s'il y a un psychotrope, s'il y a une pathologie psychiatrique connue, mais quoi qu'il en soit, il y a aussi ces entretiens. Je ne sais pas si c'est une stratégie suffisante, mais c'est comme ça qu'on le pense. Je vous posais la question à Chloé, je sais qu'il y a l'idée que l'entretien prénatal précoce soit systématique. Je pense qu'on est très loin pour l'instant, donc dans la loi, mais dans sa mise en place. Oui, je sais, je sais. Je ne connais pas bien encore les contours de l'entretien postnatal. Je pense que ça va être un sujet intéressant de voir comment il va se situer dans le parcours. Mais encore une fois, le cœur de la pratique, c'est, je l'ai dit rapidement, mais c'est l'alliance thérapeutique. C'est comment les femmes que l'on rencontre, pour qui on a des inquiétudes, à qui elles font confiance, et si elles ne font pas confiance, comment créer cette relation. Et ensuite, c'est comment cette relation de confiance peut se transférer, comment ça peut circuler entre les professionnels de différents horizons de pratique, mais aussi entre ville et hôpital, entre maternité et service de psychiatrie. Et ça, c'est le cœur de notre questionnement. Quand on résout ça, on y est. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Oui, bonjour. Je suis obstétricienne au CHU de Bordeaux, où on a un réseau de psychiatrie périnatale implanté très fortement et depuis très longtemps. Et c'est vrai que la phrase que vous avez dite, l'offre de soins doit être structurée à partir de la maternité, c'est vraiment ce qui se passe chez nous et ça m'a fait très plaisir d'entendre cette phrase-là. Et je voulais dire que chez nous, en fait, pour les femmes qui présentent une pathologie psychiatrique identifiée, qui ont un projet de grossesse, le parcours se fait comme ce que vous avez décrit, avec des consultations préconceptionnelles. Mais on a aussi identifié une consultation prénatale et même souvent antéconceptionnelle avec un pédiatre. Donc on est 3, on ne voit pas la patiente ensemble. Ce sont 3 entretiens séparés, le psychiatre, l'obstétricien.
et le pédiatre. Et on avance ensemble avec ensuite des consultations prénatales qui est répétée une seule fois pour le pédiatre, mais qui se répète avec les mêmes interlocuteurs en obstétrique et en psychiatrie. Ouais, c'est très intéressant. Je connaissais ça aussi dans la version Montpellier, où il y a cet entretien, cette consultation avec le pédiatre anténatal qui était très précieuse, en particulier sur les psychotropes et les effets sur le bébé. Donc je crois que c'est très intéressant. Nous, c'est une démarche qui est née de la psychiatrie. Et on a vraiment besoin d'aller vers l'obstétrique, même si on répond à certains aspects de la problématique. Et dans notre projet de développement, je pense qu'il faut qu'on ait à un moment une sage-femme qui s'inscrive dans la démarche et qui facilitera cette circulation-là aussi. Mais oui, j'entends tout à fait ce que vous dites et je connais bien le travail de Laure Sutter à Bordeaux. Voilà, et la sage-femme nous intervient aussi beaucoup au cœur du processus parce que on a inscrit aussi dans le parcours de ces patientes une session d'hôpital de jour qui a aussi une vocation à rassembler dans une même plage temporelle et dans la structure où elle va accoucher les intervenants, avec aussi un effet cocooning, voilà, un repas, et puis la sage-femme de l'hôpital de jour qui va coordonner les entretiens, qui va faire un monitoring et qui va entourer la patiente. Ouais, c'est très bien. Merci beaucoup pour tous ces échanges. Merci beaucoup pour votre présence. Un grand merci aux orateurs. C'était vraiment passionnant. J'espère qu'on pourra continuer toutes ces discussions dans d'autres sessions ultérieurement. Donc, les topos seront normalement accessibles sur le site de l'Audipog. Et voilà. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir.